Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Economia, la chaîne économique de référence. Aujourd'hui, Gabriel Aoun présente son émission spéciale sur la Chine en compagnie de 3 invités. Un pays avec un passé politique complexe et un PIB qui s'est vu multiplié par 60 au cours de ces 35 dernières années, la Chine a su s'intégrer dans la mondialisation et en devenir un pilier. Un pays aux racines socialistes bien implantées qui a connu des changements qui l'ont bouleversé. Nous allons donc répondre à la question centrale de cette émission qui est: comment un pays socialiste tel que la République populaire de Chine s'est-il intégré à la mondialisation? Nous avons sur notre plateau 3 experts pour répondre à cette question. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Economia. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale consacrée à la République populaire de Chine, nous avons la chance de recevoir 3 invités de marque, dont M. Théo Burel, historien et spécialiste en politique. Bonjour Théo. Bonjour. M. Nathan Lelibou, spécialiste en économie et en politique chinoise depuis 1949. Bonjour Nathan. Bonjour. Et enfin, M. Jean Bardon Debat, spécialiste de l'économie de la Chine moderne. Bonjour Jean. Bonjour Monsieur Aoun, bonjour à toutes et à tous. Alors, voici comment nous allons procéder pour le déroulement de cette émission. Nous allons voir, dans un premier temps, la Chine de 1949 à 1978, puis de 1978 à nos jours. Bien, Monsieur Burel, nous allons commencer avec vous. Alors comment, je le disais, vous êtes spécialiste politique et historien et vous portez un intérêt particulier à l'histoire de la Chine. Ce que je vous propose, c'est que vous nous parliez du parcours de la Chine de 1949 à 1978 pour que l'on comprenne le passé de façon que nous puissions mieux comprendre le présent dans un deuxième temps, c'est-à-dire depuis 1978. Ces deux périodes sont caractérisées par le fonctionnement politique et économique de la Chine qui ont énormément évolué. Je vous en prie. Merci Monsieur Aoun et merci à la chaîne Economia. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous mon intérêt pour ce beau pays qu'est la Chine. Oui, en effet, nous allons retracer brièvement l'histoire de la Chine de 1949 à 1978. Mais avant tout, je pense que la définition de certains termes ne serait pas de trop pour la bonne compréhension non seulement de mes explications, mais aussi de la suite de l'émission. La définition du communisme, du socialisme de marché et pour terminer, celle de la mondialisation vont s'avérer être très utiles. Je vais essayer de faire ça de façon concise et détaillée afin que tout le monde puisse comprendre. Donc le communisme, popularisé par Karl Marx au milieu du 19e siècle, est une idéologie économique et politique caractérisée par la mise en commun des moyens de production et d'échange, par la répartition des biens de produits suivant les besoins de chacun, par la suppression des classes sociales et l'extinction de l'État qui devient l'administration des possessions. Le socialisme, quant à lui, est une idéologie de gauche développée également au 19e siècle. Le socialisme vise à réduire les inégalités sociales et à l'opposé du libéralisme. Il cherche l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier. Selon Karl Marx, le socialisme est la transition entre le capitalisme et le communisme. Le socialisme de marché est évoqué pour la première fois par le dirigeant chinois Deng Xiaoping en 1978. Ce terme désigne les profondes réformes du modèle économique chinois, bien différent du modèle précédent basé sur une économie planifiée sous Mao Zedong. Pour résumer, le communisme est une idéologie à la fois économique et politique, tandis que le socialisme est presque exclusivement axé sur l'économie. Finalement, nous arrivons à la définition centrale de l'émission, celle de la mondialisation. La mondialisation est un symbole de diffusion du capitalisme à l'échelle mondiale. D'après l'OCDE, le terme mondialisation est aujourd'hui couramment employé pour décrire l'internationalisation des biens et des biens et des services. Elle tend à accroître l'interdépendance des économies dans un système de marché à l'échelle internationale. Concrètement, la mondialisation se traduit par la libre circulation des ressources productives, donc monnaie, technologie, ressources humaines, etc.,
au-delà du cadre national. Prenons par exemple un chef d'entreprise européen qui a un capital à investir. Il peut le faire dans une unité de production installée en Chine, équipée de matériel américain ou japonais, en vue de produire un bien de consommation qui sera fabriqué avec des matières moins coûteuses à importer d'un pays d'Afrique ou de Corée du Sud par exemple, avant qu'il soit vendu dans le monde entier. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Burel, pouvez-vous nous parler un peu de la mise en place de la République populaire de Chine sur le modèle communiste? Donc tout d'abord, l'instauration de la République populaire de Chine suit une période de chaos. Vers la moitié du XXe siècle, la Chine est marquée par la domination de puissances étrangères, par le chaos interne et la guerre civile. La chute de l'Empire voit l'avènement de la République de Chine qui ne réussit pas à stabiliser le pays qui est déchiré par des conflits entre clans rivaux. En 1927 éclate une guerre civile opposant le Parti communiste chinois, donc le PCC, et le Kuomintang, Parti nationaliste chinois, qui est le plus ancien parti de Chine d'ailleurs, de la Chine contemporaine, qui est encore aujourd'hui présent en Taïwan. Le Kuomintang accède au pouvoir l'année suivante. Le conflit entre les deux partis déchire jusqu'à la guerre sino-japonaise en 1937, durant laquelle un accord a été trouvé où les deux partis s'unissent pour combattre l'ennemi commun, c'est-à-dire le Japon. Mao Zedong, un des fondateurs du PCC, prépare son coup d'État et en ralliant les paysans à sa cause, après la Seconde Guerre mondiale, le 1er octobre 1949, il s'empare du pouvoir et proclame alors l'instauration de la République populaire de Chine, qui existe toujours aujourd'hui. Donc voilà brièvement comment la Chine en est arrivée à ce stade. Maintenant, pouvez-vous nous retracer chronologiquement les grands événements qui ont marqué la République populaire de Chine entre 1949 et 1978? Oui, bien sûr, voici quelques aspects et événements importants qui ont suivi ce changement prompt afin que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement économique de ce pays par la suite. Donc tout d'abord, le premier grand événement est le pacte sino-soviétique. Le pacte sino-soviétique est un traité d'amitié et d'alliance et d'assistance mutuelle signé le 14 février 1950 entre la Chine et l'URSS, donc la Russie de maintenant, après la reconnaissance officielle de la Chine populaire par Mao, par Joseph Staline le 2 octobre 1949. Les deux plus grandes puissances communistes mondiales renforcent leur alliance à travers un pacte de coopération. Le traité s'accompagne d'un ensemble d'accords politiques et économiques. La Chine ayant connu des temps compliqués que je vais aborder, l'URSS apportait plus une aide que l'inverse. Ensuite, le deuxième grand événement est le grand bond en avant. Le grand bond en avant est une politique économique mise en place à partir de 1958 jusqu'au début des années 60 par le fondateur de la RPC, donc la République populaire de Chine, Mao Zedong. Cette politique a été instaurée dans le but de stimuler la production par la collectivisation des terres agricoles, l'élargissement des infrastructures industrielles et la réalisation de projets de travaux publics et de large envergure. Cette politique a été vouée à l'échec avec ses objectifs utopiques à cause d'une part des conditions météorologiques exécrables pour l'agriculture et d'autre part de la mauvaise qualité des biens due à la négligence pour l'industrie. La Chine échappe alors de peu à l'effondrement total de son économie, mais si cela n'empêche pas de lourdes conséquences sur la population. On parle de plus de 20 millions de victimes de la grande famine engendrée par cette réforme désastreuse. Le troisième grand événement est la révolution culturelle. Elle a été lancée en 1966 par Mao afin de consolider son pouvoir en s'appuyant sur la jeunesse du pays. Cette révolution culturelle est symbolisée par le Petit Livre Rouge, dans laquelle le culte de la personne de Mao est mis en avant. C'est une période où l'emploi de la propagande a été importante, ce qui a eu des répercussions énormes sur les générations qui l'ont vécu. La rupture du pacte sino-soviétique en 1963 marque la dégradation progressive des relations entre les deux puissances, aboutissant à de vives tensions de la fin des années 1950 jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Le summum de ces tensions est illustré par des incidents frontaliers de 1969 où des missiles étaient pointés l'un vers l'autre avant qu'une négociation ait eu lieu. La rupture eut pour conséquence une division au sein de la communauté communiste internationale, bien que les désaccords avaient été dus aux intérêts nationaux divergents des deux États plutôt qu'à l'idéologie en elle-même. Enfin, le dernier événement
qui a marqué cette période, c'est la mort du dirigeant Mao Zedong le 9 septembre 1976 à l'âge de 82 ans. Son décès marque la fin de l'ère du maoïsme qui aura changé la Chine à jamais. Une période de flottement s'installe pendant 2 ans, suite à laquelle un homme va arriver au pouvoir et va changer la politique économique de façon radicale. Je parle bien sûr de Deng Xiaoping. Je vais laisser mon collègue Monsieur Lelibourg revenir sur la dimension politique essentiellement tournée vers l'économie de cette même période. Il vous l'expliquera sûrement beaucoup mieux que moi. Merci Nathan. Merci Monsieur Burel. Cette partie n'étant pas le centre de l'émission, mais plus une sorte de mise en contexte, je vais y passer relativement rapidement sans trop rentrer dans les détails, et je vais résumer compendieusement le communisme politique de 1949 à 1978. De 1949 à 1978, la Chine est dans une période que l'on peut qualifier de repli sur soi et d'une fermeture au reste du monde à cause de l'idéologie marxiste-léniniste, aussi connue sous le nom de maoïste, qui consiste à être indépendant vis-à-vis des pays capitalistes et impérialistes qui oppriment le pays moins développé comme la Chine de l'époque par exemple. C'est-à-dire qu'après la fondation de la RPC en 1949, la Chine, menée d'une main de fer par Mao Zedong, est entrée dans une voie de socialisme indépendant où l'idéologie communiste a contribué à l'isoler au reste du monde. Entre le blocage et l'embargo des pays capitalistes sur la Chine et sa politique de fermeture pour se protéger de l'impérialisme occidental, on pourrait alors penser que Mao fait cavalier seul. Mais dès 1949, l'URSS de Joseph Staline est la première puissance à reconnaître la République populaire de Chine. Comme l'a dit M. Burel, les deux nations scellent leur entente le 14 février 1950 grâce au pacte sino-soviétique. Car tant que Staline est au pouvoir, la Chine et l'URSS sont des partenaires commerciaux indéniables partageant des idées communes tant politiques qu'économiques. Cette alliance visait également à unifier les pays contre l'Amérique libéraliste. Il ne faut pas oublier que le contexte de la guerre froide a contribué à la création d'un mode bipolaire, ce qui amenait avec logique à voir les deux puissances communistes s'allier. D'ailleurs, Mao a toujours eu un certain antagonisme avec les Américains, car il leur reprochait leur opposition à l'annexation de Taïwan en 1962 et leur participation à la guerre du Vietnam. Les deux hommes forts de l'URSS et de la Chine avaient des opinions politiques similaires qui ne pouvaient que rassembler leurs pays, notamment la volonté de combattre la menace impérialiste, capitaliste et libéraliste que les États-Unis représentaient. C'est pour cela que la mort de Staline en 1953 marque le début des tensions avec l'Union soviétique pour 3 raisons principales. D'abord, l'arrivée au pouvoir de contestataires de la période stalinienne, tels que Nikita Khrouchtchev et la déstalinisation dès 1953. Ensuite, Mao critique la politique de coexistence pacifique menée par Khrouchtchev en 1956 et la politique de détente entre l'URSS et les États-Unis après la crise de Cuba en 1962. Enfin et finalement, Mao reproche une aide insuffisante de la part de l'URSS pour l'aider à obtenir la bombe nucléaire. Ainsi, au milieu des années 1950, la Chine se retrouve toute seule et Mao tente tant bien que mal de mettre en place des réformes pour développer économiquement un pays qui porte encore les stigmates de la guerre civile et de la Seconde Guerre mondiale. Avec une activité économique principalement basée sur le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la riziculture par exemple en Chine, l'échec du grand bond en avant de 1958 marque profondément le pays qui a du mal à s'en remettre. Le deuxième échec de réforme avec la révolution culturelle achève toute espérance de prospérité. La Chine est alors livrée à elle-même et se voit contrainte à devoir nouer des accords économiques avec des pays du tiers-monde. Petit rappel, le tiers-monde est une sorte d'organisation créée en 1955 lors de la conférence de Bandung et qui a pour principal objectif d'unir les pays du Sud face à la colonisation et face au monde bipolaire imposé par la guerre froide. Sa principale motivation était de permettre de lutter idéologiquement contre l'impérialisme américain, mais également de nouer des relations commerciales utiles pour l'avenir. La construction d'infrastructures, c'était également l'une des actions que la Chine effectuait pour aider ces pays. Par exemple, la construction d'une ligne de chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie en 1970 a permis à la Chine d'avoir accès à des minerais tels que du cuivre. A noter également que grâce à son investissement pour le développement du tiers-monde, mais aussi grâce à l'organisation de la venue du président Nixon en 1972 pour son ministre des Affaires étrangères Zhou Enlai, pour stabiliser les relations diplomatiques sino-américaines, Mao réussit à faire rentrer le RPC au Conseil de sécurité de l'ONU en 1971, composé désormais des États-Unis, de l'URSS, de la France, du Royaume-Uni et de la RPC.
Ce cap franchi par Mao montre bien que la Chine avait tout de même besoin de montrer son existence à la communauté internationale et que son isolement n'était pas bénéfique pour son développement, bien qu'elle ne partage pas l'idéologie des pays de l'OTAN, en majorité au Conseil de sécurité. Après une période d'instabilité, cette fois économique et non politique, la Chine a dû trouver des solutions pour trouver une politique économique plus viable que l'économie planifiée. Après de nombreuses tentatives de réformes ratées, la Chine n'a plus le temps et d'énergie dans cette voie sans issue. Pendant ce temps, dans le reste du monde, avec la troisième révolution industrielle et la nouvelle vague de mondialisation, l'interdépendance et la connexion entre les pays se sont renforcées. La participation à la mondialisation nécessite un régime de l'économie du marché libre et ouvert. Mais l'ancienne politique économique planifiée en Chine l'empêche. Ainsi, le système économique en général en Chine doit être réformé. Et les réformes constituent des conditions préalables de l'intégration de la Chine dans la mondialisation. Après des siècles de fermeture et de blocage volontaires ou forcés, ces réformes ont fait non seulement participer la Chine à la mondialisation, mais lui ont aussi permis d'y prendre un rôle déterminant. Est-ce que, comme Alfred, tu n'as pas confiance en toi? Est-ce que tes amis se moquent de toi parce que tu ne sens pas bon? Oui? Eh bien, nous avons la solution. Voici le nouveau déodorant Vax. Avec Vax, tes aisselles vont sentir aussi bon que l'air frais de la forêt. Regarde, même Alfred l'a compris. Disponible au prix de 4,99 $, le nouveau déodorant Vax va te changer la vie. Taper sur son ordinateur toute la journée? C'est fatigant. Mais à quoi bon continuer à lutter alors qu'il existe notre balle anti-stress Chaos? Cette balle a été conçue par des ingénieurs d'exception, avec du caoutchouc d'une qualité supérieure. Pour seulement 1,99 $, vous pouvez vous offrir des conditions de travail optimales. Alors, profitez-en! Merci à vous deux pour cette introduction plutôt détaillée. Cela va donc maintenant nous permettre d'entrer dans le vif du sujet avec une bonne préparation du terrain. Alors maintenant, nous passons au tour de Jean Bardon-Debat. Merci Jean d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir de faire partie de cette émission. Vous êtes donc économiste spécialisé dans la Chine moderne. Alors pourriez-vous nous parler de la Chine et de son intégration à la mondialisation à partir de 1978? Oui, avec plaisir. Alors, avant d'aborder cette vaste partie, je voudrais revenir sur l'élément clé évoqué par M. Burel tout à l'heure, qui est la mort de Mao. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mao Tse-tung a eu une influence considérable sur le fonctionnement de la Chine, que ce soit par les Chinois, mais aussi par le reste du monde. Ce dirigeant a fondé une république qui correspondait à sa vision de la Chine. Avec un passé douloureux rempli de violence et de misère, Mao est l'homme qui a réussi à apporter de la stabilité à la Chine, bien que l'on puisse discuter sur ses méthodes parfois quelque peu tyranniques et ses choix discutables. Sa mort aurait pu marquer la fin d'un système créé par un homme et qui se serait éteint avec cet homme, mais en fait ce n'est pas le cas du tout. Grâce à la révolution culturelle et à l'organisation du Parti communiste chinois, donc du PCC, un successeur au grand leader était nommé sans résistance de la part du peuple embrigadé. Donc, sans entrer dans les détails, il y a eu une période de flottement entre 1976 et 1978. Comme ça, ils ont pu choisir le successeur du grand timonier. Alors certes, le pays ne se porte pas au meilleur de sa forme à la mort de celui-ci, car il est encore rural et sous-industrialisé. Mais les derniers événements en date, à savoir l'entrée à l'ONU et sa rencontre avec le président américain Nixon, ont laissé imaginer un potentiel rebondissement. Donc j'en arrive à parler de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est l'homme qui a pris la tête de la RPC en 1978, et c'est surtout lui qui a permis à la Chine d'en arriver là où elle en est aujourd'hui. Je vais commencer par aborder sa ligne politique. Ayant été dans l'entourage proche de Mao, durant des années durant, Deng Xiaoping a pu observer les décisions de son prédécesseur et en est arrivé à une conclusion assez évidente. Assimiler l'idéologie communiste à la politique économique n'a pas été un choix judicieux. Il va rapidement dissocier les deux, ce qui ne veut pas dire qu'il remet en question les fondements de la République populaire de Chine. Au contraire, il s'appuie sur l'héritage maoïste. L'État, et donc le PCC, reste autoritaire et contrôle tout ce qui se passe dans le pays afin de prendre les meilleures décisions. Le peuple chinois n'a pas le choix de toute façon, mais avoir un seul dirigeant ne les dérange pas,
dans la mesure où il prend des décisions dans l'intérêt de la patrie. Je vais maintenant parler de sa politique économique. Deng Xiaoping est un réformateur. Il savait ce qu'il fallait faire pour mettre son pays sur la bonne voie, car il a appris des erreurs de son prédécesseur. Cela passe par un développement exclusivement économique et technologique du pays et non idéologique, par rapport à la révolution culturelle notamment. Selon lui, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif fixé. Il n'a donc pas eu peur de changer radicalement le modèle économique. En 1961, il prononce la phrase, je cite, « Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, tant qu'il attrape les souris », qui nous fait comprendre sa volonté de réformer le pays. Pour cela, il est parti d'un mode d'emploi relativement simple, composé de 4 étapes, que l'on appelle les 4 modernisations. Il y a donc l'agriculture, l'industrie, les sciences et technologies, et enfin, la défense nationale. Commençons avec l'agriculture. Dès le début des années 1980, Deng Xiaoping lance la décollectivisation des terres. C'est-à-dire que les terres sont toujours la propriété de l'État, mais les paysans peuvent l'utiliser sans restriction gouvernementale. Les paysans deviennent en quelque sorte les locataires indépendants de l'État. L'objectif principal était de laisser les paysans être maîtres de leur production et ainsi leur permettre de se dégager un revenu. Le résultat est incontestable, c'est un succès. En plus de se faire de l'argent, les paysans chinois ont augmenté la production agricole nationale, ce qui a permis de vendre les surplus par des EBC. Ce sont des entreprises de bourgs et de cantons. Les revenus tirés de ces ventes ont permis de développer l'industrie chinoise et surtout d'apporter une solution à l'exode rural provoqué par cette réforme agricole. Nous en arrivons au développement de l'industrie. Donc avant d'approfondir ce point, je voudrais revenir sur 2 choses. La première, c'est le voyage réalisé par Deng Xiaoping à la Maison Blanche en 1979 qui est du jamais vu dans l'histoire. Un dirigeant chinois qui va à la rencontre du dirigeant des États-Unis, le pays capitaliste le plus influent du monde. La seconde, c'est l'entrée de la Chine au FMI, le Fonds monétaire international, en 1980. Donc ce que je viens de vous dire va vous permettre de mieux comprendre les mesures prises par Xiaoping. Car en effet, dès le début des années 1980, afin de favoriser les IDE, qui sont les investissements directs à l'étranger, le gouvernement chinois lance le concept de la ZES. Mais alors, qu'est-ce qu'une ZES? Peut-être que M. Lolibou pourrait éclairer les téléspectateurs. Alors oui, avec plaisir. ZES est l'acronyme de Zone économique spéciale. Alors il s'agit de la création de métropoles dédiées aux investissements étrangers, qu'ils soient américains ou autres. Le but est de créer des emplois et surtout d'améliorer la technologie du pays et la gestion. Afin de rendre attractifs ces villes, le gouvernement chinois met en place une fiscalité avantageuse, c'est-à-dire pas de taxes ni de droits de douane, ou subventionne les entreprises désireuses de s'installer, à partir d'une instauration d'une prime à l'investissement ou d'une réduction du prix du terrain. Ainsi, des grandes villes émergent comme Xiamen, Shenzhen ou encore Huawei, qui figurent parmi les ZES les plus importantes dans l'économie chinoise au début des années 80. Je n'aurais pas pu mieux résumer ce qu'était qu'une ZES. Il ne faut pas oublier qu'elles sont réservées aux littoraux. Je m'explique. Si vous offrez l'opportunité à des firmes transnationales d'installer leur site de production à l'étranger, il faut leur permettre d'exporter rapidement les marchandises, ce qui explique le choix des côtes et le fait qu'aujourd'hui, 14 villes côtières chinoises sont ouvertes au reste du monde. Ainsi, les firmes ont à leur disposition des ports, des avantages fiscaux et une main-d'œuvre nombreuse, docile et peu chère. Il va sans dire que la Chine va rapidement recevoir le surnom d'usine du monde. Elle a réussi à être plus compétitive que les autres pays asiatiques, par exemple l'Inde, car elle avait une réelle volonté de s'ouvrir et de s'intégrer dans la mondialisation. Généralement, la Chine est considérée comme une plateforme mondiale de production pour l'exportation. Étant un pays d'assemblage, la Chine exporte principalement des produits finis, tels que du textile, avec les chaussures ou encore les vêtements, de l'électroménager et des ordinateurs. En étant la destination principale des IDE, parmi tous les pays en voie de développement, la Chine a su tirer avantage en ayant au fil des années réussi à s'enrichir de façon considérable. La croissance a été telle que pendant près de 30 ans, elle était d'au moins 10% par an. Passant d'un PIB en monnaie courante de 59 milliards de dollars en 1960 à un PIB de 1200 milliards de dollars en 2000, ça a permis à la Chine d'accumuler des capitaux importants. D'une part, parce que la population est épargnante dans ses mœurs, et d'autre part, parce que les implantations étrangères assurent la pérennité financière de la RPC. L'État a donc une réserve considérable de devises.
la plus grande réserve mondiale de l'ordre de 3201 milliards de dollars en septembre 2011. Donc la RPC investit soit dans des pays en voie de développement, par exemple dans l'énergie, ou bien il l'utilise pour s'affirmer dans l'économie mondiale, notamment en achetant des bons du Trésor américain. Avec une demande faite en 1986, l'adhésion de la RPC à l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, marque la réussite de ce qu'on appelle le socialisme de marché, le terme qui, de fait, résume ces nombreuses années de réformes économiques. Donc après ces deux grandes modernisations, la Chine a pu envisager l'amélioration de ses sciences et de sa technologie et de sa défense nationale. Pour que ces deux dernières modernisations puissent avoir lieu, la réussite des deux premières était indispensable, car celles-ci ont nécessité de gros investissements de la part du gouvernement chinois. D'ailleurs, ces fonds sont disponibles uniquement grâce au socialisme de marché. Pour les technologies, dans le domaine industriel, c'est l'influence des firmes transnationales qui a permis à des entreprises chinoises d'émerger sur le marché international. En passant d'usines d'assemblage à des sites de conception et de production, des firmes telles que Lenovo, TCL ou encore Huawei ont réussi à se faire une place dans le domaine de l'électronique. Le lancement de Tiangong 1 en 2011 est le symbole de l'avancée technologique et du développement de la Chine qui a pu lancer un programme spatial crédible. Ce sont ce genre d'innovations qui permettent de confirmer l'intégration de la Chine dans la mondialisation. Concernant la défense nationale, l'armée nationale de libération, qui est le nom de l'armée chinoise, a su s'imposer comme étant une force militaire certes pas équivalente technologiquement face à l'armée américaine, mais en tout cas avec une montée en puissance clairement visible. L'armée chinoise dispose du troisième plus gros budget militaire mondial et du plus grand nombre de soldats. On parle d'environ 2,28 millions de soldats. Donc, disposant de l'arme nucléaire depuis 1964 et prévoyant d'augmenter son budget militaire, on parle d'à peu près 230 milliards de dollars en 2020, la Chine ne veut plus se contenter d'être un simple partenaire économique dans un monde multipolaire. Avec la construction de sa première base militaire à l'étranger en 2016 à Djibouti, le gouvernement chinois envisage un déploiement stratégique de ses troupes aux quatre coins du globe. La Chine ne veut plus être simplement passive, elle veut désormais prendre part au débat et exercer une influence sur le monde extérieur auquel elle a longtemps tourné le dos. Finalement, ce processus d'intégration à la mondialisation a été un passage forcé pour que la Chine se retrouve là où elle en est maintenant. Avec une croissance qui commence à ralentir tout en restant stable, la Chine est le parfait exemple qu'un État encore considéré comme communiste aux yeux du monde peut quand même avoir une place prépondérante dans l'économie planétaire. Eh bien merci Monsieur Bardon-Debat pour ces explications très détaillées et très claires. Il est temps maintenant, tous les trois, que l'on fasse une synthèse pour répondre à la question initiale. Je propose que chacun d'entre vous nous donne un élément de réponse. Monsieur Burel, je vous propose de la commencer. Eh bien, je dirais que le passé complexe de la Chine sous Mao l'a empêché de s'ouvrir sur le monde à cause d'un repli sur elle-même et d'une fermeture de ses frontières dictée par l'idéologie maoïste dans un contexte de guerre froide. Je rajouterais que le grand timonier n'a pas contribué au développement économique de son pays, qui est resté sous-industrialisé et plus pauvre qu'avant sa prise de pouvoir en 1949, et que les tentatives de réforme de sa politique intérieure avec le grand bond en avant et la révolution culturelle ont été des purs échecs. Et je finirai par dire que c'est grâce au pragmatisme de Deng Xiaoping et grâce aux 4 modernisations que la République populaire de Chine a pu s'intégrer dans la mondialisation à l'aide du socialisme de marché qui associe un État autoritaire avec une politique économique capitaliste. On pourrait même faire une ouverture en disant que la Chine étant devenue la seconde puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, qui a vu le salaire des ouvriers de ses entreprises augmenter, se voit aujourd'hui contrainte à délocaliser ses sites de production, en Afrique notamment, où la main-d'œuvre est devenue moins chère que chez elle. Merci chers téléspectateurs, merci à nos invités. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une émission exclusive sur la Corée du Nord. C'était Gabriel Aoun sur Economia. If you feel my love, can you hear my thoughts? Can you feel everything?
And if you hear my thoughts, can you feel my soul? Can you see it too? I'm not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate that runs to you? Can you feel it too? If you wanna lie to me, you must change the vibe. Just be with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me, cause you've gone too far. If you wanna lie to me, you must change the vibe. Just be with your drugs, it will be just fine.